Il est 23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi au palais de la présidence son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Le président du Togo effectue depuis ce matin une visite de travail et d'amitié de 24 heures en terre ivoirienne. Les deux chefs d'État ont évoqué des questions liées au terrorisme dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Mois de jeûne, mois de partage et de solidarité, la première dame Dominique Ouattara a offert des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA à la communauté musulmane, des vivres mais également des non-vivres qui ont été réceptionnés par des guides religieux et des associations. Et puis en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en campagne pour convaincre les électeurs avant le scrutin prochain du 24 avril. Dans les médias comme dans les meetings, les deux candidats déroulent leur programme face donc à des électeurs qui plaident pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi au palais de la présidence son homologue du Togo, Faure Gnassingbé. Le président togolais effectue, sachez-le, depuis ce matin, une visite de travail et d'amitié de 24 heures en terre ivoirienne. Les deux chefs d'État ont évoqué, entre autres, les questions liées au terrorisme dans la sous-région, en Afrique, mais également dans le monde. Jérôme Kofi Abolé. Il est ce jeudi sur les bords de la lagune Ébrié. Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, vient à la rencontre de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Une preuve palpable quant à la volonté des deux chefs d'État de se retrouver par moments pour évoquer des préoccupations, aussi bien sur le plan sous-régional que continental et même international. Le temps des échanges à l'occasion de cette rencontre est jugé nécessaire, vu qu'il a permis aux présidents ivoiriens et togolais de parler entre autres de problèmes sécuritaires qui, en tout état de cause, ne laissent personne insensible. Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir mon frère, le président Faure Gnassingbé, avec qui nous avons des échanges sur la situation régionale assez souvent. Nous avons estimé que c'était utile de le faire de visu. Et je remercie M. le Président d'avoir fait le déplacement pour nous permettre d'échanger et de nous concerter. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais commencer par vous dire au nom de la délégation qui m'accompagne à mon nom propre, mais aussi au nom du peuple togolais, vous remercier de l'accueil que vous nous réservez aujourd'hui, de votre disponibilité, toutes les fois qu'il s'agit de parler des problèmes qui nous concernent tous, ceux de la sous-région notamment. Et aujourd'hui, vous avez bien voulu que nous puissions parler des problèmes qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. C'est la lutte contre le terrorisme qui aujourd'hui ne peut plus être vue comme un problème ou du Mali ou du Burkina ou même du Niger, mais ça devient un problème sous-régional. Nous avons consacré beaucoup de sommets à ces problèmes-là et je pense que nous devons tout faire pour éviter l'impasse d'un côté comme de l'autre et sortir peut-être des sentiers battus et réagir avec beaucoup plus d'audace et beaucoup plus de solidarité. Le séjour du président togolais Faure Gnassingbé à Abidjan s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié sur le sol ivoirien. Il est juste prévu pour 24 heures. Ramadan, mois de jeûne, mois de partage et de solidarité. La première dame Dominique Ouattara a offert des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA à la communauté musulmane. Des vivres, mais également des non-vivres qui ont été réceptionnés par des guides religieux des mosquées du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Également une soixantaine d'ONG et des associations musulmanes. On fait le point avec Alexis Zérodraogo. Comme chaque année pour le Ramadan, la première dame Dominique Ouattara apporte son soutien à la communauté musulmane. 3000 cartons de pâtes alimentaires, 3000 sacs de riz, 1250 cartons d'huile, 750 cartons de boîtes de tomates, 400 cartons de lait et autres tapis de prière.
Les dons de l'épouse du président de la République sont d'une valeur de 130 millions de francs CFA qui soulagent la communauté. C'est très difficile pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas vraiment à joindre le deux bouts. Donc c'est vraiment l'occasion idéale pour leur venir en aide. Je remercie la Première Dame pour ce grand don pendant ce mois de Ramadan. Actuellement, nous avons attaqué la période du pardon. Donc que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne à nos péchés aussi. Ces dons, on donnera ça aux femmes, aux veuves, aux démunis. Des propos appuyés par l'imam Koné, porte-parole des bénéficiaires. Si la générosité a un sens dans le moment ordinaire, elle l'est plus dans ce mois béni du Ramadan. Que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, apaise votre cœur pour le soulagement que vous apportez à toutes ces familles vulnérables à travers ces dons pour leur permettre de vivre dignement le Ramadan. Le général Wagondo Diomandé ne manque pas de dire sa gratitude pour la constante bienveillance de la Première Dame. Celui qui offre la rupture à un jeûneur aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue la récompense du jeûneur. Madame la Première Dame, puisse Allah vous en êtes reconnaissant. La présidente de la Fondation Children of Africa invite les guides religieux et l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour le chef de l'État dans sa mission au service de la nation. Pendant cette période de grande spiritualité, nos frères et sœurs démunis ont besoin d'être soutenus afin de pouvoir s'acquitter sereinement du jeûne obligatoire. Aussi, chaque année, la Fondation Children of Africa procède à des dons en vivres et tapis de prière pour permettre à nos frères et sœurs de profiter pleinement du mois de Ramadan. Ces dons seront réceptionnés par les guides religieux, les mosquées des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, et par une soixantaine d'ONG et d'associations musulmanes. Chers guides religieux, je ne saurais clore mon propos sans solliciter vos prières pour la paix et la stabilité dans notre pays, et je vous demande également de prier pour mon cher époux, le président de la République, qui a vraiment besoin de vos prières pour mener à bien sa mission. L'imam Sissé Djigiba, président de la fondation Djigui, a pour finir fait des prières à l'endroit du couple présidentiel. Le maire de la commune d'Atekoubé, Paulin Claude Danho, fait également parler son cœur en cette période de jeûne pour permettre aux imams de sa commune d'assister les plus démunis en cette période donc de pénitence et de partage. Paulin Claude Danho leur a offert des vivres et des non-vivres, valeur totale 15 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Grace Kando. Le maire d'Atekoubé, solidaire de la communauté musulmane en cette période de Ramadan. 10 tonnes de sucre, 300 nattes de prière, objets de piété leur sont offerts, le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est avec joie que nous avons accueilli ce geste-là, qui chaque année se renouvelle. Donc, comme nous avons dit, c'est de gaieté de cœur. Quand nous savons qu'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui sont dans le besoin, des nécessités, des orphelins, des veuves, ça va nous permettre de pouvoir élargir notre champ d'action envers ces personnes-là. Pour le premier magistrat de la commune, ce don s'inscrit dans les actions sociales du conseil municipal. Nous avons renforcé nos dons aux communautés, aux mosquées, parce que nous souhaitons que les imams aient les moyens d'assister dans leur communauté les personnes les plus vulnérables. Nous avons voulu renforcer aussi les moyens de prière en donnant les objets de piété pour que nos femmes, nos enfants gardent en mémoire que le partage est la chose la plus importante. Notre foi doit être plus forte que tout ce qui peut nous amener dans le doute. Alors nous sommes venus dire merci aux imams pour leurs nombreuses prières, les prières constantes qui ont permis à notre commune de rester en paix, de garder sa cohésion sociale et de demeurer la commune famille. La commune d'Atekoubé compte une forte communauté musulmane avec 54 mosquées. On reste avec Grace Kando qui nous donne cette information. Les chrétiens catholiques ont, eux, entamé ce jeudi le Triduum pascal. Vous le voyez sur ces images. Ces 3 derniers jours qui marquent donc les événements fondateurs de la foi chrétienne, à savoir la passion, la mort et la résurrection
du Christ. Ce jeudi saint donc, les chrétiens catholiques ont commémoré les institutions de l'Eucharistie et la fête de sacerdoce, manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité qui se concrétise à travers, comme vous le voyez, le lavement des pieds de ses disciples, lavement des pieds, signe d'amour, d'humilité et de sacrifice. Et les fidèles chrétiens sont appelés à en faire autant à l'image donc du Christ. Solidarité, partage, les maîtres mots de cette période de carême. Fidel Sarasoro, le ministre directeur du cabinet du président de la République, s'inscrit dans cette dynamique. Il a offert des vivres et des non-vivres à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Fidel Sarasoro, qui entend ainsi soutenir la communauté chrétienne dans cette période de partage. Ami Sissoko. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Ce bâtiment flambant neuf abritant plusieurs bureaux a été offert par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly juste avant son décès. Dans la continuité des actions sociales initiées par le défunt et surtout pour répondre aux besoins des prêtres, le ministre directeur de cabinet du président de la République Fidel Sarasoro, cadre du Poro, fait don de 150 chaises VIP pour l'équiper. Merci pour la largesse de cœur. Au nom du clergé, des religieuses et des paroissiens de la cathédrale et aussi de l'archidiocèse de Korogo, merci encore. Nous vous rassurons que nous en ferons un bon usage de tout ce lot que nous avons reçu. En plus de ces commodités, le ministre Fidel Sarasoro offre une tonne de vivres à la cathédrale ainsi que du numéraire. C'est le premier ministre Amadou Gon, de là où il est, qui vous fait ces dons. Je voudrais tout simplement vous remercier et vous promets, dans la mesure de mes possibilités et avec la grâce de Dieu, d'essayer de continuer l'œuvre et de perpétuer l'attention que le Premier ministre Amadou Gon avait pour cette Église. Une visite de la cathédrale a permis d'apprécier l'existant. Le père Charles Diaratsouba, le curé, a sollicité une fois encore l'aide du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, en vue de bâtir une cathédrale moderne à Korogo. Retour à Abidjan pour vivre cette ambiance festive. 15 communautés ethniques mobilisées autour de la paix et de la cohésion sociale ce jeudi dans la commune de Yopougon. Une cérémonie en prélude, vous l'avez certainement compris, à la fête de Pâques dénommée Pakinou 2022. Occasion pour le ministre Adama Diawara, parrain de cette cérémonie, de prôner le vivre ensemble et la solidarité entre donc ces différentes communautés. C'est avec Jean-Marc Djadji qu'on en parle. C'est déjà Pakinou dans la commune de Yopougon. C'est au rythme des sonorités du centre, du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire que les populations célèbrent traditionnellement la Pâque. Yopougon, peuplé de plus d'1 million d'habitants, est riche de par sa diversité ethnique. Une opportunité pour cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les 15 communautés ethniques représentées à cette cérémonie. Je crois que ce genre de truc doit être perpétué pour que la paix soit réelle entre nous. Parce que quand on se retrouve, on voit que nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, nous prenons la cohésion. Nous voulons le vivre ensemble. Il n'y a pas que le Baoulé qui vit à Yopougon. Le ministre Adama Diawara, parrain de cette cérémonie, a communié avec les populations de Yopougon. Il a saisi cette aubaine pour sensibiliser les communautés sur les effets néfastes des conflits intercommunautaires. Les populations de Yopougon sont invitées à être des acteurs de développement et à s'inscrire dans la vision de paix du chef de l'État Alassane Ouattara. Je viens de recevoir les 15 communautés de la grande commune de Yopougon. Et chacune de ces 15 communautés avait à sa tête son chef. Et l'occasion était belle pour que nous fêtions ensemble la fête de Pakinou. C'est vrai qu'au départ, il était prévu que nous fassions la fête uniquement avec nos frères et sœurs baoulés. Mais le chef des 15 communautés de Yopougon, qui est le chef de la communauté baoulé, a estimé à juste titre qu'il fallait que cette fête de Pakinou soit faite avec l'ensemble des 15 communautés de Yopougon. J'en ai profité pour expliquer à toutes ces 15 communautés qu'il faut qu'elles demeurent des vecteurs de paix. La fête de Pâques 2022 dans la municipalité de Yopougon est placée sous le signe de la réconciliation et du progrès.
On change complètement de sujet à présent. Réunis ce jeudi en plénière, les députés ont adopté à l'unanimité le calendrier des travaux parlementaires. Le programme des travaux part du 14 avril au 26 juillet 2022, période durant laquelle 15 projets de loi seront soumis à examen sur les 27 projets sur la table de l'Assemblée nationale. Notez qu'au nombre de ces projets de loi figure le projet de loi sur le divorce et la séparation de corps. Il est également prévu une séance de questions orales avec débat sur la cherté de la vie. Et c'est avec Moussa Konaté qu'on fait le point. Le calendrier des travaux parlementaires de la session ordinaire allant du jeudi 14 avril au mardi 26 juillet 2022 a été adopté à l'unanimité. Sur les 27 textes actuellement sur le bureau de l'Assemblée nationale, 15 ont été programmés. Après le temps laissé au groupe parlementaire, l'examen des textes en commission débutera le 5 mai. Sur la période de 3 mois d'exécution du calendrier, 3 séances plénières seront organisées pour l'adoption des textes examinés par les commissions. Ces plénières auront lieu le 7 juin, le 28 juin et le 21 juillet. Il est également inscrit au calendrier des séances de questions orales avec débat, le débat d'orientation budgétaire et 4 séminaires. Parmi les textes soumis à examen figure le projet de loi sur le divorce et la séparation de corps. Ça vient non seulement pour préserver les intérêts des enfants, permettre aux époux de régler eux-mêmes à l'amiable le divorce ou la séparation de corps et de préserver la confidentialité entre les époux. À cette institution, nous devons aborder des problèmes qui touchent véritablement la vie de la population. Des questions orales avec débat sont également prévues dans le calendrier. Le mardi 17 mai, les députés vont débattre de la vie chère. La vie chère, ça touche tous les secteurs. Il y a le ministre du Commerce, il y a le ministre du Tourisme, et bien entendu du Transport, il y a le ministre en tout cas, de l'Agriculture, en tout cas tous les secteurs. Donc il nous a confirmé aujourd'hui que tous les ministres viendront. Deuxième point à l'ordre du jour de cette plénière, le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Les députés donnent leur accord pour le maintien du bureau sortant. Le président par intérim de l'Assemblée nationale invite l'ensemble des députés à être présents à la réunion du Congrès le mardi 19 avril prochain à Yamoussoukro. La rencontre des 2 chambres du Parlement où le président de la République va prononcer un discours sur l'état de la nation. Le Sénat rend hommage aux défunts doyens d'âge au lendemain donc de la session ordinaire 2022. Le doyen d'âge, vous le savez certainement, sénateur Lassine Touré est décédé le 26 mars dernier. Piquet d'honneur donc suivi d'une oraison funèbre ont été les temps forts qui ont marqué ce moment de grande émotion. Lassine Touré a ensuite été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national à titre posthume. Une journée d'hommage que nous raconte Mama Traoré. Sur l'esplanade du siège du Sénat, 2 soldats de la garde républicaine viennent poser le portrait du sénateur Lassine Touré. Le décor est ainsi planté pour un hommage à celui qui était jusqu'au 26 mars dernier le doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement. Devant la mémoire de celui qui aura présidé la séance l'ayant porté par élection à la tête du Sénat, Janoua Ousou-Kouadio s'incline. Suivront ses collègues sénateurs, des députés et des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour un piquet d'honneur. Feu Lassine Touré aura contribué à imposer le Sénat comme un véritable outil de renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pionnier des pionniers, Touré Lassine a été la pierre de base de cette construction, de cette évolution de notre Chambre. Le doyen Touré Lassine a été député à l'Assemblée nationale. Il nous quitte sénateur, élu. Un cursus politique mérité qui boucle bien la boucle. Leader d'opinion, il a apporté au Sénat tout ce paquet d'expérience et toute son aura. En ce jour hommage, l'institution parlementaire tient à témoigner sa reconnaissance à cet illustre serviteur. Monsieur Lassine Touré, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, faisons commandeur de l'Ordre national à titre posthume. Et nous confions à votre famille les insignes de votre grade.
La famille de Feu Lansine Touré se dit touchée par cette marque de reconnaissance. Nous avons compris que notre papa n'était pas seulement le doyen des sénateurs, il était l'ami de tous, il était le frère de tous, il était le conseiller de tous, il était un homme de consensus. Merci. Merci pour la reconnaissance de ces qualités de notre papa. Feu Lansine Touré est décédé à l'âge de 87 ans. Il a été porté en terre le 30 mars dernier à Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, région qu'il représentait au Sénat. À présent, les chiffres liés à la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 14 avril 4 nouveaux cas de Covid-19, 5 guéris et 0 décès. Fort heureusement, notez qu'à la date du 14 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 842 cas confirmés, dont 81 009 personnes guéries, 797 décès et 27 cas actifs. Retenez surtout que la pandémie continue de sévir. Continuons donc de respecter les gestes barrières. Surtout, faisons-nous vacciner. Le projet reconstruction post-conflit et de développement communautaire. On en parle à présent, c'est un projet phare du Programme national de développement communautaire, structure donc sous tutelle du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le projet vise l'amélioration des conditions de vie des populations du district des montagnes. Pour donc s'imprégner de l'état d'avancement du dit projet, une mission PNDC a sillonné récemment des zones d'action. Et ce sont les régions du Guemon, du Cavali et également du Tompi où se trouve en ce moment notre correspondante Eve Boué. Les usagers de l'axe Zagwe-Gwetemba dans le département de Man, région du Tompi, peuvent pousser un ouf de soulagement. Quand il pleut, pour arriver en ville, surtout à Zagwe, c'est très difficile. Et maintenant, on a vu, ça fait pratiquement 1 mois, 2 mois, ils ont fait les ponts et on a beaucoup de souris maintenant, on circule librement. Ce n'est pas encore terminé, mais avec l'état de la route, ça va. Ce tronçon est en pleine réhabilitation grâce au Programme national de développement communautaire, PNDC, à travers le projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire, le PRPC-DC, exécuté dans le district des montagnes. Le PRPC-DC est composé de 4 volets. La réhabilitation des pistes rurales, l'accès à la microfinance, le fonds de développement local et le renforcement des capacités. Une mission conduite par le directeur coordonnateur du PNDC, Diabaté Moussa, a sillonné les zones d'intervention du projet pour faire l'état d'avancement. Pour le volet réhabilitation des pistes rurales, les choses avancent bien. Il s'agit là pour cette composante de réhabiliter 525 km de pistes rurales. J'ai le plaisir de vous informer que sur les 525 km, nous avons déjà réhabilité, reprofilé 264 km. Le PRPC-DC est mis en œuvre depuis 2013. Il est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement à hauteur de 17,5 milliards de francs CFA. Et on poursuit en images en Afrique du Sud où les secours ont continué ce jeudi à retirer des corps des décombres à l'aide donc d'hélicoptères. Le bilan s'alourdit 4 jours après les inondations sans précédent qui ont frappé la région de la ville portuaire de Durban. Notez que les autorités dénombrent aujourd'hui 341 morts et près de 41 000 victimes, des personnes donc touchées par cette catastrophe. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la province lors donc d'une conférence de presse.
En France, la campagne pour le second tour bat son plein. Emmanuel Macron et Marine Le Pen tentent de convaincre les électeurs avant donc le scrutin du 24 avril prochain. Dans les médias, également dans les meetings, les deux candidats déroulent leur programme face donc à eux des électeurs qui plaident pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Second tour de la présidentielle française, ambiance de campagne dans ce dossier proposé par Michel Digré. 4 jours après le premier tour du scrutin, l'opération de séduction des deux candidats en lice pour le second tour est bel et bien lancée. Voilà, je suis ouvrier viticole ici à Châtenois et ça fait plaisir de vous rencontrer. Et du coup, je tenais à vous offrir un crément d'Alsace. Crément d'Alsace. Marine, président, Marine, président. Pour les retraités. Bravo Marine. Dès le lendemain des résultats du premier tour, Marine Le Pen réunit son bureau de campagne pour remobiliser ses troupes. Il ne faut jamais perdre sa persévérance. Quand on sait qu'on a raison, il faut continuer à se battre envers et contre tout, malgré la concurrence, malgré parfois quelques comportements personnels d'anciens amis qui nous ont déçus. Emmanuel Macron passe à l'offensive dans le fief de Marine Le Pen, en campagne à Denain sur des terres populaires qui ont voté massivement pour le Rassemblement national dimanche dernier. Ça fait 5 ans que je suis président et je regarde aussi les fractures qu'il y a dans le pays et les colères. Et j'ai entendu le message de toutes celles et ceux qui ont exprimé des voix extrêmes. Et je le redis, y compris celles et ceux qui ont pu voter pour Madame Le Pen. Mais je veux essayer de convaincre les gens de faire avec moi. Et donc peut-être en effet de compléter mon projet, d'aller plus loin, de bâtir. Le décor de la campagne est ainsi planté. Si l'affiche est celle de 2017, les enjeux sont différents 5 ans après. C'est un match retour totalement différent. Emmanuel Macron n'est plus le candidat nouveau et qui incarnait une forme de fraîcheur ou de modification du système politique. C'est un sortant, donc il n'a pas du tout la même image, le même positionnement. Et Marine Le Pen n'est plus celle qui générait beaucoup de rejets. Elle a travaillé son positionnement en termes d'image, je dis bien en termes d'image, pas forcément de contenu du programme. Elle apparaît comme beaucoup plus en relation avec les Français, plus proche d'eux, elle fait moins peur. Elle a mis un peu sur le côté de Boisseau quand même la question de l'immigration et de la préférence nationale pour pousser le thème du pouvoir d'achat. Donc l'affiche est la même et en même temps l'affiche n'est plus du tout la même. Sur le terrain, les attentes des électeurs en ce qui concerne le candidat Macron sont bien perceptibles. Est-ce que les rémunérations n'ont pas augmenté? On ne le ressent pas, monsieur. On nous a donné 183 €, on ne le ressent pas. Monsieur Macron, améliorer nos conditions de travail. Bien sûr, donnez-nous les moyens de sauver, de soigner les gens dans le respect. Ils souffrent. Le problème, on ne peut pas les prendre en charge tous. Donnez-nous les moyens, ouvrez des lits. Pendant ce temps, la candidate Le Pen continue de vendre ses ambitions pour la France. C'est individuellement à chaque Français en réalité que je souhaite parler pour leur dire que mon projet est un projet fait pour eux, que l'objectif c'est leur bonheur, c'est leur prospérité, c'est leur sécurité, mais c'est aussi la défense de leur identité et chacun se déterminera en fonction de sa conviction profonde. Dans les rues, les sympathisants des deux candidats donnent de la voix. Macron il est là et il repasse au premier tour des élections en tête. C'est incroyable, c'est impensable. Moi je peux pas y croire. Très énervé, oui. Et j'ai très peur aussi de l'avenir, surtout pour mes enfants. Voilà. J'ai toujours été déçu par les hommes politiques. Et là, Emmanuel Macron ne m'a pas déçu. Hein. Et concernant le vote, je me suis impliqué, c'est la première fois de ma vie, je me suis impliqué, parce que là, c'est pas le vote d'un président qu'on va faire, c'est le vote d'un choix de société. Hein. C'est-à-dire qu'une société qui est ouverte sur le monde, progressiste, protectrice, hein, et un monde rabougri, raciste et xénophobe. Et ça, je ne le veux pas. Les panneaux des candidats éliminés à l'issue du premier tour sont retirés. Mais leurs électeurs auront leur mot à dire, notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en 3e position avec plus de 21% des voix. Très clairement, c'est Jean-Luc Mélenchon, ou plutôt son électorat, qui détient en grande partie la clé de ce second tour. Suivant les reports et leur évolution que nous aurons, eh bien ce second tour peut être extrêmement serré, voire donner une possibilité à Marine Le Pen,
ou au contraire stabiliser Emmanuel Macron dans cette zone des 53-54%. Dans 6 jours, soit le mercredi 20 avril, l'on assistera à l'un des temps forts de cette présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront lors du débat d'entre 2 tours. Mais j'ai hâte, vous voyez, d'expliquer, d'abord de lever les contre-vérités qui sont installées, les facilités de son côté, parfois les caricatures qui étaient faites sur mon projet. J'ai hâte de continuer à entendre, d'aller convaincre et évidemment de débattre. J'aime le débat, comme vous savez. Pour éviter de s'écrouler comme il y a 5 ans, la candidate du Rassemblement national se prépare déjà et ne laissera rien au hasard. Merci Michel Digré, présidentielle en France. Rendez-vous est donc pris pour le 24 avril prochain. Pour l'heure, point final à ce journal. Merci d'avoir suivi.